Dans toute la démarche de renouvellement de notre mode de développement, il est important qu'on se réapproprie certains mots. Alors justement, pensez que se développer, croître, ça veut dire grandir. Et donc le sujet, c'est de grandir en humanité, grandir en éducation, grandir en liens sociaux, et dissocier effectivement ce terme du développement économique capitaliste comme on a pu le voir dans les dernières décennies. Il est clair qu'aujourd'hui on a deux approches, une approche de transformation radicale, et donc la question va être vers quelle transformation radicale on veut aller pour être dans le sens de meilleure répartition des richesses, d'un meilleur équilibre à travers le monde, et l'autre tendance, ça va être adaptons le système. Si on prend toujours la question de la lutte contre le changement climatique, il y a un sujet qu'on n'évoque absolument pas, qui est le sujet des migrants du climat. Alors, ou en tout cas, on ne l'évoque pas dans les milieux qui parlent de développement durable. Évidemment, les gens qui s'occupent de la question des migrations sont très sensibilisés, mais dans les négociations internationales, pour l'instant, on fait absolument le vide sur ces questions-là. Or, on attend plus de 250 millions de personnes sur les routes d'ici 2030, et sur des migrations qui seront plus seulement régionales, qui vont être effectivement à travers les différents continents. Donc pour l'instant on fait l'autruche, notamment en Europe, notamment en France, où on veut fermer nos frontières, mais les gens arriveront. Et donc le sujet, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on pourrait anticiper des migrations massives. Alors est-ce qu'on peut être collectivement intelligent? Est-ce qu'on peut avoir une créativité humaine plus solidaire et commencer d'abord à comprendre ce qui va se passer et ensuite à se préparer à être ici au nord des territoires d'accueil. Qu'est-ce que ça signifie de se projeter dans un développement durable? Alors aussi un mot explicité, la notion de durable, parce qu'il y a souvent des ambiguïtés, c'est pas parce que les choses durent qu'elles sont durables. Le terme de durable, c'est pour pouvoir se projeter dans le temps, pour pouvoir laisser l'avenir ouvert, donc laisser l'avenir possible. Donc à partir de là, effectivement, on a quelques notions qu'il faut que chacun puisse réintégrer et ensuite des lignes à faire bouger. Donc les notions fortes, la première, c'est celle de responsabilité. Il me semble qu'il n'y a pas de développement durable possible sans qu'on soit les uns et les autres conscients des actes qu'on pose, des impacts qu'ils ont, et donc que nous soyons en capacité de faire des choix. Le deuxième, c'est celui de la solidarité. Pas pour se donner bonne conscience, mais parce que solidarité, en latin, c'est en solido, ça veut dire en entièreté. On est solidaire parce qu'on est membre d'un tout. Et pour que le tout fonctionne, il faut que chaque entité du tout fonctionne. Donc on a un enjeu majeur de devenir du monde et de devenir de l'humanité. On ne le dit pas assez souvent, c'est peut-être une espèce en danger. Le monde a tourné sans nous avant, il est tout à fait capable de tourner sans nous après. La question là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire de notre espèce humaine? L'autre clé, c'est la question des biens communs. Donc j'ai évoqué tout à l'heure la question de la diversité culturelle. Il y a évidemment les biens communs dont on parle plus souvent, qui sont l'eau, des sols sains, etc., la biodiversité. Mais on a d'autres biens communs auxquels on doit faire attention, l'éducation. Et un bien commun auquel on ne pense pas quand on est dans nos pays comme la France. Pourtant, la France est un pays en guerre, c'est la paix. Alors, comment est-ce qu'on va négocier les risques? Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Dans ce contexte d'incertitude et donc de choix à faire sans avoir des cadres précis sur tout, nous devons aborder un nouveau rapport à l'expertise. Nous dire qu'aujourd'hui, on a besoin de l'expertise des savoirs académiques et de l'expertise issue du vécu. Et ça veut dire qu'on va changer de relations les uns entre les autres, notamment entre les décideurs et le reste de la société. Et par rapport aux décideurs, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez difficile par rapport aux experts techniques aussi, puisqu'il faut être capable de dire « je ne sais pas ». Et ça, effectivement, c'est difficile chez les pédagogues aussi, puisque dans le monde enseignant, ça va être la même chose. Il faut être capable d'accueillir les générations émergentes en leur disant ben voilà ce qu'on sait sur le monde et voilà ce qu'on ne sait pas. Et essayer de travailler à comment on compose des nouveaux savoirs. Donc ça, c'est une vraie révolution culturelle. Et dans la fonction de chacun, une évolution. Par exemple, les élus, on va attendre d'eux qu'ils soient des accoucheurs, qu'ils aident à accoucher des projets collectifs plutôt qu'ils soient là pour mettre en place eux-mêmes tous les projets possibles.
la notion d'économie plurielle et responsable. Si on reste sur le même schéma économique, on ne fera jamais de développement durable. La question, c'est d'arriver à remettre en lien les trois piliers de l'économie. L'économie de marché, acheter et vendre des produits, mais en mettant de l'éthique et en remettant la monnaie à sa juste place, puisqu'aujourd'hui on a juste 2% des flux financiers de monnaie qui servent à acheter des biens et des services, et donc 98% des flux de monnaie qui font que la spéculation financière. Donc une économie de marché plus éthique, une économie publique, qui est l'économie de la redistribution, qui nécessite de relégitimer l'impôt, même si ce n'est pas forcément politiquement correct de dire ça. Et puis aussi le fait que dans cette économie publique, les acteurs publics se rendent compte du poids qu'ils ont sur l'économie par les achats qu'ils font, donc de leur capacité à faire évoluer pour le coup l'économie de marché. Et puis l'économie de la réciprocité, celle qu'on ne compte pas dans le produit intérieur brut, celle qui est l'économie du don, l'économie des échanges de compétences, de la mutualisation. Donc ça, c'est absolument indispensable qu'on arrive à remettre ces trois piliers ensemble. D'ailleurs, dans le monde de l'économie sociale et solidaire et dans le monde culturel en particulier, ce sont des piliers qu'on touche d'une façon ou d'une autre, et beaucoup de structures touchent les trois, mais pas forcément en conscience. Donc c'est intéressant d'avoir un vrai projet par rapport à ça. C'est ce qui va permettre d'aller dans des démarches de consomme-action et d'une meilleure répartition des richesses. La gouvernance au sens de dire art de gouverner et gouverner ensemble autrement. Donc il ne remet pas en cause du tout la démocratie représentative, qui vient la renforcer parce qu'elle nécessite effectivement du débat public, de la négociation sur la répartition des engagements. Aujourd'hui, autant les politiques publiques ont un rôle majeur, autant elles ne pourront pas tout faire toutes seules. Et donc il est important qu'on ait du vrai débat entre toutes les parties prenantes, qu'on se mette d'accord sur un projet commun, y compris quand on a des intérêts divergents, voire des intérêts différents, voire divergents, et qu'on se répartisse les engagements. C'est ce que moi j'appelle la démocratie collaborative. Comment est-ce qu'on crée des communautés d'acteurs dans les territoires? Donc ça rejoint la démocratie collaborative. Et comment les territoires se mettent en lien et en solidarité à travers le monde. Encore une fois, si je reviens sur les négociations sur le climat, on serait beaucoup plus fort si on n'avait pas simplement une diplomatie entre les États, mais si on avait un certain nombre de territoires du monde qui étaient présents, fortement, parce qu'on a des collectifs de collectivités, mais on n'a pas des communautés d'acteurs. Il va y avoir vraiment des communautés d'acteurs qui disent « Ok, banco, nous on est prêts à faire ça, si les États vous ne suivez pas, c'est pas grave, nous on y va quand même. » C'était la position de Seattle au moment du protocole de Kyoto, quand les États-Unis avaient refusé de signer le protocole et la ville de Seattle avait dit « Mais moi, j'y vais quand même. » L'idée du développement durable, on va arriver à la faire grandir si on trouve l'adhésion de la population, l'adhésion des décideurs, puisque effectivement on a beaucoup de choses à changer. Et changer simplement par la force, c'est peu productif. Donc le bon curseur à trouver. Et alors on a des textes qui ne font pas forcément loi en tant que telle, mais qui font référence, qu'on peut se réapproprier par rapport à ça. Et je pense notamment à la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui donne des bases absolument fabuleuses. Alors il manque quelques éléments dans le rapport à la nature, par exemple, parce qu'en 1948, la réflexion ne s'était pas faite de cette façon-là. Quelques éléments d'ajustement sur passer des droits individuels aux droits collectifs. Et puis la question de la répartition des richesses qui n'est pas mise en tant que telle. On dit bien chacun doit avoir un revenu décent, mais on ne dit pas effectivement chacun doit être vigilant pour que l'équilibre se trouve. Changer nos outils de pilotage, et donc notamment changer nos indicateurs et aller vers la recherche de nouveaux indicateurs de richesse. Si on place la question humaine au centre de la question du développement durable, et moi je fais partie de ces gens-là, d'autres vont dire que c'est de la nature et qu'on est qu'on est dans la nature. Certes, dans la nature, mais encore une fois, elle peut continuer sans nous. Donc la question aujourd'hui, c'est comment on est en bonne harmonie avec elle. Mais est-ce que, oui ou non, on a envie que l'humanité perdure? Moi, oui. Et donc je pense que la question humaine est au centre de la notion de développement durable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'École des Mines, on crée une chaire qui va s'appeler Développement humain durable et territoire. Parce que la question humaine est au centre pour deux raisons. Effectivement, est-ce qu'on veut continuer en humanité? Et deuxième raison, pour agir en développement durable, c'est la question de l'activité humaine qui est fortement en jeu. Donc, pour ces deux raisons, on est bien au centre. À partir de ce moment-là, si la question humaine est au centre, la question culturelle est au centre. Mais elle est au centre dans cette réalité-là, c'est-à-dire parce qu'on est tous acteurs de la culture. Enfin, c'est un débat qu'on a eu ici hier, qu'on a eu à d'autres endroits. Considérer qu'on est tous acteurs de la culture, ensuite, certains sont artistes. Certains sont professionnels, certains sont, voilà, etc. Mais on est tous porteurs
de quelque chose qui est de notre passé, de notre culture, de notre façon, de nos rapports au monde. À partir de ce moment-là, la diversité culturelle, pour moi, oui, elle est dans la cohésion sociale parce que ça fait partie de ce à quoi il faut faire attention quand on crée société. Et on va avoir la dimension culturelle partout parce que dans le rapport à la nature, j'habitais en forêt guyanaise avec des réfugiés Hmong. On peut dire qu'on a, les uns et les autres, on n'avait pas, que ce soit les Guyanais, les Hmong ou moi arrivant de métropole, on n'avait pas le même rapport à la nature. Chez les Japonais, je ne parle pas japonais, mais j'ai appris qu'à une époque, avant, quand on parlait de la nature, c'était un sujet. Et puis au cours du XXe siècle, le mot a changé, c'est devenu un objet. Et puis en ce moment, il y a un retour en force pour que la nature redevienne un sujet. Donc on voit bien que la façon dont enfin, notre culture va influer sur notre rapport à la nature. Voilà, donc moi il me semble, et puis on peut le prendre dans tous les éléments, notre rapport à l'argent, c'est une question culturelle. Hein, si on est dans des pays à forte majorité catholique dans leur histoire comme la France, ouh là là, l'argent, il ne faut surtout pas en parler. Hein. Bon, dans d'autres pays, ça va être différent. Ça va être aussi la question du contrat. Quand je parle de l'engagement, la question du contrat va être importante. Il y a des pays où il va falloir presque écrire, il va falloir qu'on signe. Il y a des pays où c'est à l'oral, et parce que la contractualisation et l'engagement, il a toujours été oral. Donc on ne va pas écrire. C'est la question qu'on se posait sur le manifeste hier. Est-ce que le manifeste, il faut l'écrire ou est-ce qu'il faut l'écrire et le chanter? Moi je dis, mais pourquoi on ne le chante pas, pourquoi on ne le danse pas, pourquoi on le... Voilà. Pourquoi on ne le raconte pas? Peut-être on pourrait imaginer ça. Un récit, en plus, à différentes échelles, parce que, pour différents publics, parce que comme il y a un petit garçon adorable là, dans le forum de Ljubljana, moi je disais, mais pourquoi on n'appellerait pas ça le manifeste de Pablo? Voilà, et après, il faudrait le raconter à Pablo. Donc, voilà, donc je pense que oui, la question de la culture est partout pour ces raisons-là, mais pas, comme je l'entends parfois, parce que les artistes et les opérateurs de la culture seraient ceux qui ont la vérité de l'intelligence collective, etc.